Bâton Rouge, au bord du fleuve Mississippi. Une ville américaine typique, avec son centre d'affaires, ses quartiers riches et ses quartiers pauvres. C'est la capitale de la Louisiane, un État du sud des États-Unis. Ici, les habitants sont majoritairement noirs. Ils représentent 55% de la population. Car pendant plus de 2 siècles, c'est en Louisiane que débarquait la majorité des esclaves. Le central de la police appelle des unités en renfort. Il se passe quelque chose. Allons voir. La rue est bloquée. C'est quoi? Une fusillade? Je sais pas, j'ai entendu des coups de feu. Ok. Arthur Reed, alias Silky Slim, est un activiste de la cause noire. Armé de sa caméra, il dénonce la violence dans les quartiers noirs de Bâton Rouge. Et notamment les bavures de la police envers les Afro-Américains. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste vu un enfant qu'on mettait sur une civière. C'est un règlement de compte. Un jeune homme et une petite fille de 3 ans ont été touchés par balle. Cela fait 12 ans que Silky Slim filme les scènes de crime. Venez voir, il y a des douilles par terre. Ils se connaissent bien avec les policiers du coin. Mais ces derniers mois, leurs relations sont devenues explosives. Fais bien attention. Ok, je touche à rien. Recule. Recule. Je t'ai demandé 5 fois de reculer. Mais j'en ai rien à foutre. Tête de con. Sale con. Je te demande de reculer, donc tu le fais. On n'est pas les putains d'animaux, connard. Avec Silky Slim, les policiers haussent le ton. Quant au père de la petite fille touchée par balle... Fais demi-tour. Recule. Même fermeté. Il ne le laisse pas passer. Tu es sur une scène de crime. Vous voyez, ils ne se conduisent pas bien. Recule, recule, putain, recule maintenant. C'est pas une façon de parler aux gens. Ils ne l'admettront jamais. Mais ce genre de choses arrive tout le temps. À Bâton Rouge, les rapports entre la police et la communauté noire ont basculé le 5 juillet 2016. Quand Silky Slim a diffusé une vidéo qui a fait le tour du monde. On y voit 2 policiers blancs qui tirent 6 balles dans le corps d'un Afro-Américain à terre. Oh shit! They shot him? Oh my fucking goodness! Ces images, tournées au téléphone portable, vont choquer l'Amérique. Dès le lendemain du drame, Barack Obama, le premier président noir américain, relie directement cette affaire aux problèmes raciaux du pays. All of us as Americans should be troubled by these shootings. They're symptomatic of a broader set of racial disparities that exist in our criminal justice system. À Bâton Rouge, des manifestations éclatent. Les policiers sont accusés d'avoir des préjugés raciaux et de ne pas prendre en compte la vie des Noirs américains. Une centaine de personnes sont arrêtées. La rupture est consommée entre la police et la population. Dans tout le pays, des policiers blancs tuent des Noirs américains. Des bavures filmées qui ravivent les tensions raciales. Dans certaines villes, l'état d'urgence est décrété. Des organisations noires surfent sur cette colère et appellent à tuer des policiers. La guerre, c'est ce que propose Brother X. La chasse est ouverte contre les négros, les noirs, les nègres. Ceux qui nous tuent, on a le droit de les tuer aussi. Son message va être entendu par des extrémistes noirs. Coup de feu, un officier à terre! Coup de feu, un officier à terre! Et des policiers seront assassinés.
Ces violences seraient liées à la division raciale qui persiste depuis l'abolition de l'esclavage il y a 150 ans. Vous pensez que c'est du racisme? Bien sûr, c'est du racisme. Qu'est-ce que ça pourrait être autrement? Dans la plupart des grandes villes américaines, les Noirs et les Blancs vivent dans des quartiers différents. Et désormais, ils sont même séparés dès le plus jeune âge, à l'école. Je me sens plus à l'aise entourée de gens de ma culture. Vous avez des amis blancs? Non, madame. Depuis quelques années, une bourgeoisie afro-américaine se développe. Et des hommes d'affaires choisissent de ne travailler qu'entre Noirs. Comme Emric, un chef d'entreprise. 98% de mon entreprise est noire. Du côté de l'extrême droite radicale, on propose carrément de répartir les États en fonction de la couleur de peau. Nous sommes les troupes de choc de la race blanche. Pour ces militants, le séparatisme est devenu un programme politique. Alors, la ségrégation raciale est-elle de retour? Plongée dans une Amérique en noir et blanc. Bâton rouge. Nous avons essayé de comprendre ce qui s'est passé le soir de la mort d'Alton Sterling. C'est devant cette épicerie du quartier noir de la ville que ce père de 5 enfants a été tué par la police. Sur cette façade, son portrait a été peint. Un petit mausolée lui est dédié. Le soir de sa mort, il tenait le stand de CD du magasin. Vers minuit, les officiers Blaine Salamoni et Howie Lake sont appelés. On leur signale qu'un homme armé est menaçant devant l'épicerie. Moins de 90 secondes après leur arrivée, ils tirent sur Alton Sterling. Pour Silky Slim, qui a sorti la vidéo, c'est une exécution raciste. Ce sont des assassins professionnels, avec un permis de tuer. C'est la norme aux États-Unis de tuer les Afro-Américains. Pas seulement un bâton rouge, c'est juste un cas parmi d'autres. S'il avait été blanc, ça ne se serait jamais passé comme ça. Jamais. Les policiers plaident, eux, la légitime défense. Alton Sterling portait illégalement une arme. Il aurait voulu la sortir pendant son arrestation. Sa main gauche est immobilisée, mais il est difficile de voir ce qu'il fait avec la droite. Un homme a été témoin de la scène. C'est Abdullah Mouflahi, le propriétaire de l'épicerie. J'étais derrière le comptoir quand j'ai vu la police arriver. Alors je suis sorti et c'est là que j'ai vu les policiers attraper Alton Sterling, le pousser contre la voiture, le taser, le jeter à terre et finir par le tuer. C'était où exactement? C'était juste là, sur le parking. Abdullah dément la version des policiers. Il n'essayait pas d'attraper son arme. Je n'ai jamais vu l'arme sortie. Ils ont dit qu'il l'avait sortie, mais moi, j'étais là et personnellement, ce n'est pas ce que j'ai vu. Des images auraient pu apporter une réponse à cette question de l'arme. Ce sont celles de la vidéosurveillance de l'épicerie. Mais la police les a saisies le soir même, illégalement, sans mandat de perquisition. Et elle a traité Abdullah comme un suspect. Ils m'ont détenu pendant 6 heures à l'arrière d'une voiture de police. Je ne pouvais pas aller dans mon magasin, ni boire de l'eau, ni aller aux toilettes. Le 3 mai 2017, une décision attendue depuis presque 1 an par la communauté noire est enfin annoncée par le procureur de Louisiane. Tous les procureurs et les agents impliqués dans cette affaire sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour inculper les officiers de crime fédéral commis sur ce citoyen. Black power! Black power! Black power! Black power! Fuck the police! Fuck the police! Fuck the Sterling!
En face du commissariat de Baton Rouge, un groupe suprémaciste noir que l'on croyait disparu depuis les années 60. Les Black Panthers, les Panthères Noirs. Ils protestent contre la décision du procureur et profèrent des menaces. On veut que ces deux sales porcs qui ont tué notre frère soient arrêtés. On réclame justice. Et si on ne nous la donne pas, on se fera justice nous-mêmes. Silky Slim, l'activiste noir le plus connu ici, donne des interviews à la presse. La même justice pour tous, c'est pas ce qu'on voit ici. Je pense qu'en Amérique, et particulièrement à Baton Rouge, il y a beaucoup d'hypocrisie. On envoie nos enfants à la guerre, se battre pour la démocratie, mais ici on nous en prive. C'est pour ça qu'on se bat. Sur son téléphone, il diffuse une vidéo en direct pour ses 50 000 followers sur les réseaux sociaux. Il exige notamment le licenciement du policier qui a tiré. Virez-le! Virez-le! La ville est divisée, on n'est pas satisfait. On accepte la décision du département de la justice, mais on veut des poursuites criminelles. Virez-le! On est là pour la justice, la liberté ou la mort. Point final. Quand des policiers se montrent, la chef des Black Panthers les interpelle. Avec tout ce que vous avez fait à nos ancêtres, avec tout ce que vous nous faites encore aujourd'hui, on ne lâchera pas avant que votre système ne disparaisse. C'est la révolution. Un officier noir est envoyé pour régler un petit détail technique. Vous pouvez hurler tant que vous voulez, on n'a pas de problème avec ça. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser un porte-voix. Et vous n'avez pas le droit de tuer. Aux États-Unis, un homme noir a 2 fois plus de risques de se faire tuer par la police qu'un homme blanc. La nouveauté aujourd'hui, c'est que la mort de ces Afro-Américains est filmée et diffusée instantanément sur les réseaux sociaux. Comme celle d'Eric Gardner, 44 ans, en 2014. Lors de l'arrestation de ce vendeur à la sauvette, les policiers le plaquent au sol et l'étranglent. Il va leur répéter 11 fois qu'il étouffe avant de mourir. Ou celle de Walter Scott en 2015. Pour un phare cassé, il tente d'échapper à un contrôle routier. Le policier lui tire 8 balles dans le dos. Autre contrôle routier le 6 juillet 2016. Philando Castile est abattu dans sa voiture devant sa compagne et sa fille de 4 ans. Il détient légalement une arme. En informer le policier va lui être fatal. Mark Dayton, le gouverneur de l'État, va déclarer « Je suis forcé de constater que c'est du racisme. » Pourtant, aucun des policiers blancs impliqués dans ces affaires n'ira en prison. Alors, des groupes vont appeler à tuer des policiers. Et ceci en toute légalité, grâce au free speech, la sacro-sainte liberté d'expression garantie par le premier amendement de la Constitution. Direction Washington DC, la capitale des États-Unis. Nous avons rendez-vous dans ce café avec le leader d'un de ces groupes, la Ligue de défense afro-américaine. Mais avant de l'interviewer, son assistante nous escorte aux toilettes pour une fouille complète. C'est pour vérifier que vous n'avez rien sur vous. Vous pensez à une arme? Oui. Brother X est un psychiatre de 44 ans. Il craint d'être abattu par un blanc. Son discours incite à la violence. La police envoie un message. La chasse est ouverte contre les négros, les noirs, les nègres.
Si quelqu'un vient te chercher pour te tuer comme un chien, te tirer dessus comme un lapin, tu as le droit de te défendre. Donc les Noirs doivent s'acheter des pistolets pour se défendre, ou n'importe quelle autre arme qu'ils peuvent trouver. Ceux qui nous tuent, on a le droit de les tuer aussi. Sur les réseaux sociaux, Brother X appelle clairement au meurtre. Sur cette page, on peut lire « Nous n'avons pas d'autre alternative que de tuer les policiers blancs dans tout le pays. » En France, de tels propos sont passibles d'une peine de prison de 5 ans. 2 Afro-Américains ont écouté le message de Brother X et sont passés à l'acte. 2 jours après la mort d'Alton Sterling, 5 policiers de Dallas se font assassiner. À gauche de l'image, Micah Johnson, un vétéran de l'armée. Il tire à l'arme de guerre sur un policier et l'abat. Même scénario, mais cette fois à bâton rouge. Coup de feu, un officier à terre! Coup de feu, un officier à terre! On a un policier de la ville à terre! C'est un appel au secours d'un officier de police. Gavin Lang, un ancien marine de 30 ans, vient de tuer 3 policiers pour venger la mort d'Alton Sterling et de Philando Castile. Ce matin, c'est dans cette église du centre de Bâton Rouge qu'un hommage est rendu aux policiers morts en service. La parole est donnée au chef de la police, Carl Dabadie Jr. Cette semaine, nous allons ajouter le nom des 3 hommes qui ont versé du sang sur leur uniforme en protégeant notre communauté du chaos. Nos cœurs font mal, les larmes coulent, et la seule question qu'on se pose, c'est pourquoi? Dans le public, Randy Sutton. Il représente une organisation nationale de défense de la police appelée « La vie des policiers compte ». Il a tenu à être présent aujourd'hui. Bonjour, je suis Randy Sutton. Randy est connu dans le milieu des forces de l'ordre. C'est l'un des policiers les plus décorés des États-Unis. Selon lui, ce sont les activistes noirs qui sont responsables de ce drame. Leur but est de diviser le pays, d'éloigner le peuple de la police qui est à son service. Et donc, ils ont raconté n'importe quoi. Que la police est une institution raciste. Mais ça, c'est un mensonge. Nous le retrouvons dans un diner de la ville. Il a suivi de près l'affaire Alton Sterling et la polémique autour de la fameuse vidéo qui a embrasé Bâton Rouge. Ce qu'on voit, c'est un homme mourir en direct. Et c'est très choquant. Mais la vidéo ne raconte pas toute l'histoire, seulement une partie. Et c'est ça le problème. Les gens se sont fait une idée sur 6, 7, 12 secondes d'image. Mais ils ne voient pas l'arme. Ils ne voient pas que le gars essaie de l'attraper. Ce qui aurait pu se passer, c'est « Allonge-toi et mets tes mains dans le dos ». Il le menotte, le fouille, il trouve l'arme et il va en prison. Fin de l'histoire. C'est ce qui aurait dû se passer. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'Alton Sterling ne l'a pas voulu. Il voulait se battre avec la police, il n'a pas obéi, donc il a écrit le scénario de sa mort. Quand tu sais qu'un suspect est armé, tu vas pas t'approcher tranquille. Tu sors ton arme, tu dis « Ne bouge pas ou je vais te buter direct ». Et c'est ce qu'ils ont fait.
Bien entendu, nous avons voulu avoir le point de vue de la police de Bâton Rouge. Après des mois de négociations, elle a accepté de nous recevoir à une condition. Ne poser aucune question sur l'affaire Alton Sterling. Un refus qui en dit long sur le malaise de l'institution. Mais une journée avec l'unité des crimes urbains, majoritairement noirs, va nous aider à comprendre d'où viennent ces tensions avec les Afro-Américains. Le lieutenant Mac Gardner est policier depuis 29 ans. Il dirige le groupe. La plupart du temps, dans 90% des cas, nos crimes sont liés à la drogue et aux armes. C'est dans des quartiers noirs comme celui-ci que les policiers arrêtent régulièrement des dealers. Oh mon Dieu. C'est un point de rendez-vous notoire pour les toxicomanes. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez trouvé de l'herbe? Le moteur de la voiture tourne et il n'y a personne dedans. On ouvre la porte et ça sent la marijuana. Alors bien sûr, on fouille. Une logique que le suspect ne comprend pas. Selon lui, les Noirs américains sont harcelés par la police. Nous, on est là, on discute, tranquille, entre potes. Et eux, ils viennent, ils nous fouillent, ils trouvent rien. Mais demain, ils recommenceront la même chose. Peu importe ces critiques, les policiers continuent à chercher de la drogue. Je suis sûr qu'il y a de la cam quelque part. L'équipe cynophile est appelée pour vérifier les lieux. Très vite, leurs premiers soupçons se confirment. Crack, médoc, herbe. Le jeune suspect, qui prétendait être harcelé, était en fait un dealer. Il est parti, mais il a laissé une petite pharmacie derrière lui. Ça, au moins, ils ne le vendront pas aujourd'hui. Ces policiers se défendent d'avoir des préjugés raciaux dans leur travail. Le quartier où on est maintenant est certainement le pire de Bâton Rouge, le plus violent. Alors, moi et mes hommes, on patrouille ici tous les jours, et plus souvent qu'ailleurs. Et ce n'est pas parce que c'est un quartier noir, c'est parce que c'est là qu'il y a le plus de crimes. C'est pour ça. Malheureusement, on pourrait penser qu'on cible particulièrement les Noirs. Dans la ville, 82% des homicides ont eu lieu dans les quartiers noirs cette année. The Bottom, le fond, c'est le quartier le plus pauvre de Bâton Rouge. Il est gangréné par la drogue et les règlements de compte. C'est aussi là qu'on croise des voitures rutilantes qui tranchent avec le décor. Ici, le style bad boy est à la mode. On est des durs ici, des gangsters. Aujourd'hui, on célèbre la fête des mères. C'est Terry qui reçoit chez lui. La tradition veut que les femmes en fassent le moins possible. On se rassemble, les hommes cuisinent pour les femmes, elles se relaxent, profitent et on s'amuse. Il a réuni des voisins, des amis, de la famille. Ce midi, comme chez beaucoup d'Américains, c'est barbecue. Les anciens jouent au domino. Les plus jeunes parient de l'argent au craps. Une ambiance bon enfant, inhabituelle dans ce quartier. C'est un bon jour, mais t'aurais pas envie d'être là un mauvais jour. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe les mauvais jours? Il y a beaucoup de trafic de drogue, de fusillades, de meurtres. Pourquoi y a-t-il autant de fusillades? Parce que les gens sont fous. Ils n'ont pas d'argent.
Alors, pour faire de l'argent, vous devez... Le prendre. Et je suis professionnel pour ça. Je suis un Mac. C'est-à-dire, vous faites quoi exactement? Je fournis des putes et je me fais payer pour ça. Combien vous en avez? 12. Vous gagnez beaucoup d'argent? Ouais. Combien par mois? Ah, je peux pas te dire. Tu voudrais me braquer? C'est pas mal? Ouais, c'est pas mal. C'est mieux qu'un travail normal? Ouais, c'est mieux que d'être policier. Et vos dents, c'est un style? Ouais, je crois. Pourquoi vous faites ça? Regardez, tout le monde en a. Laisse-moi te montrer. Tu vois ça là? C'est des diamants. Regarde. Eux, c'est des ringards avec leurs dents en or. Moi, je suis à la mode. Alors j'ai de l'or blanc et des diamants. Des délinquants, il y en a beaucoup parmi les invités aujourd'hui. Comme Sean, alias le tueur à gages, condamné pour braquage de banque. Ou Kenny, alias l'homme grand, 22 ans de prison pour vol à main armée et tentative de meurtre. Selon lui, la violence empire dans le quartier. Le rap et les films qu'ils font aujourd'hui influencent les jeunes. Ils sont armés. 14 ans, 15 ou 17, ils ont tous une arme. Vous pensez que c'est devenu une mode d'être armé? Ouais, c'est une mode. Tout le monde veut devenir un gangster. Terry a été dealer pendant 5 ans. Aujourd'hui, il s'est rangé. Il dirige une entreprise de transport de déchets. Pour nous raconter ce qu'il a mis dans le droit chemin, il nous emmène à l'écart. La brutalité des policiers de Bâton Rouge l'aurait aidé. Une nuit, j'étais en train de partir de l'endroit où je vendais de la drogue quand les policiers m'ont arrêté, m'ont sauté dessus, ils m'ont frappé très fort. Et quand je me suis retrouvé tout seul à la maison, je me suis dit que je devais faire un choix. Est-ce que je continue à vivre cette vie? C'était il y a plus de 15 ans. Je sais que ça a été un tournant dans ma vie. Si j'avais continué dans cette direction, je serais mort. Ces violences policières ont lieu dans un contexte bien particulier. Ici, il existe une division concrète, physique et géographique entre les Noirs et les Blancs. À Bâton Rouge, c'est au nord qu'habite la quasi-totalité de la communauté noire, représentée en bleu sur cette carte. Au sud de la ville, on trouve la communauté blanche, représentée en vert. Une séparation ethnique marquée par un boulevard, Florida Boulevard. Du côté sud, les quartiers résidentiels propres et entretenus. Les maisons sont cossues. Un petit centre-ville avec un cinéma et une grande librairie. Des magasins pour les après-midi shopping. Et des supermarchés où l'on trouve de tout, mais essentiellement des clients blancs. Leur revenu moyen, 38 000 $ par an. Du côté nord, c'est un autre monde. Les habitations sont délabrées, les rues sont sales. Un seul centre commercial et quasiment aucun magasin. Ils ont été abandonnés ou sont fermés. Ce qui reste sont des sortes de petites épiceries qui vendent surtout de l'alcool, des cigarettes et des snacks. Pour trouver quelques légumes, il faut bien chercher au bas des frigos. Revenu moyen des habitants, 15 000 $ par an. C'est 2 fois moins que de l'autre côté de Florida Boulevard. Un fossé économique et social et une ségrégation raciale de fait. Dans cette maison d'un quartier sud, vit Jen Chandler. Née à Bâton Rouge, c'est une Américaine un peu spéciale. Du café soluble, Andy? Je l'ai acheté quand j'étais à Strasbourg.
Vous avez vécu combien de temps à Strasbourg? 23 ans. Je suis partie, j'avais l'intention d'y rester 3 ans. Et ça vous a plu? Oui. Jane était responsable des échanges d'étudiants entre les États-Unis et l'Alsace. Aujourd'hui, elle profite de sa retraite dans cette maison héritée de sa mère, au bord d'un petit lac. Cinq fois par semaine, elle traverse le nord de la ville, un endroit qu'elle connaît peu. Je n'ai pas de raison pour y aller. Il n'y a pas de shopping, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de médecin. Je n'ai pas d'amis là-bas, donc j'ai aucune raison pour y aller. Et c'est dangereux? On dit que c'est dangereux, mais ça dépend. Je pense que ça peut être dangereux. Si Jane va dans les quartiers noirs, c'est pour aider des enfants à faire leurs devoirs. Elle est révoltée par la situation des Afro-Américains. Jusqu'à présent, on a vu qu'on a moins de respect pour les vies noires. Ils ont moins de droits, ils ont moins de privilèges. La loi n'est pas appliquée de la même façon. Vous pensez que c'est du racisme? Bien sûr. Bien sûr, c'est du racisme. Qu'est-ce que ça pourrait être autrement? Ce qui la choque le plus, c'est que les hôpitaux ne se trouvent que du côté des Blancs. Les Afro-Américains doivent traverser toute la ville pour se faire soigner. Dans leur quartier, les services publics sont absents. On commence à avoir toutes les poubelles partout. On les ramasse pas. Ils sont cassés. Regardez là. Il n'y a pas ça dans le quartier des Blancs? Oh non, j'ai jamais vu ça. C'est dans les locaux d'une association que Jane s'occupe des enfants. Why are you down here and not upstairs reading with Miss Muriel? Huh? Huh? Jonah, you need to go upstairs now. Ces enfants ne sont pas particulièrement en difficulté. Ils viennent ici après l'école pour faire leurs devoirs, en attendant le retour de leurs parents. Did you practice your addition last night like I asked you to? I forgot. I know. You always forget. On aime bien les avoir ici tous ensemble, juste pour leur donner un petit peu plus un sens de communauté aussi. Qu'il y a des gens ici qui les aiment, qui veulent les aider. Jane est l'une des rares personnes blanches que ses enfants auront l'occasion de côtoyer durant leur scolarité. Ici, comme dans tous les collèges, la journée commence toujours de la même manière. Avec l'allégeance au drapeau. Dans cette école publique, le proviseur, les professeurs et 100% des élèves sont noirs. C'est l'une des meilleures de la ville. Elle est classée 3e. Un niveau scolaire qui n'a pas suffi à convaincre tous les parents d'y inscrire leurs enfants. Les familles blanches ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants dans des zones urbaines, ce qui est en fait le nom de code pour les quartiers noirs. Il y a une perception que l'éducation est meilleure dans les écoles qui ne sont pas majoritairement noires. Leur réussite, ces enfants la doivent en partie à Lamont Cole. Proche de ses élèves, il est intraitable sur certaines valeurs, comme la ponctualité. Dépêche-toi. Où tu vas? Pourquoi? Pourquoi t'es en retard? Hey, c'est pas le moment de traîner. En classe, en classe. Vas-y, sois à ta place. Il a même inventé une devise que tous les collégiens doivent connaître par cœur. Being early is what? Being on time is what? And being late is what? That's all right.
L'objectif de l'Amand Call, c'est surtout de redonner confiance à ses élèves. On a dit aux familles noires, on a dit aux enfants noirs, on a dit à l'Amérique blanche que les enfants noirs ne pouvaient rien apprendre, qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils sont feignants, qu'ils ont une tendance naturelle à devenir des criminels. Et donc, si tu leur dis ça pendant longtemps, ils vont commencer à y croire. Si tu fais la même chose avec des Blancs, en leur disant qu'ils sont intelligents, supérieurs, meilleurs, ils vont se conduire et penser comme ça. Et donc, avec le temps, tout le monde est rentré dans son rôle. Malgré les efforts du proviseur, ces élèves ne se sentent pas prêts à se mélanger avec des Blancs. Je me sens plus à l'aise entourée de gens de ma culture. Pourquoi? Je me sens plus à l'aise. Je peux être moi-même. C'est une école 100% noire. Vous en pensez quoi? Je me sens bien. C'est génial. C'est super. Vous préférez ça que d'être dans une école mixte? Oui. Parfois, l'institutrice, elle disait des choses comme... Enfin, elle enfonçait certains élèves et en soutenait d'autres. Elle nous traitait différemment. Et l'institutrice était blanche? Oui, madame. C'était en CM1. Je me sens bien dans ma communauté, dans une école complètement noire. Et vous avez des amis blancs? Non, madame. Je crois qu'ils pensent qu'on est moins doués qu'eux. Oui. Et ils pensent qu'on peut devenir comme eux, mais qu'on est différent à cause de la couleur de notre peau. Depuis les années 50, des lois imposaient la mixité raciale dans les écoles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, depuis une quinzaine d'années, on assiste à un phénomène de reségrégation. Le nombre d'établissements scolaires où la plupart des élèves sont de couleur a doublé. Dans le département de Baton Rouge, toutes les écoles publiques sont financées par les impôts locaux. Mais des villes riches ont voulu que leur argent ne soit utilisé que pour leurs écoles. Alors, elles se sont désolidarisées du système scolaire de Baton Rouge. Elles ont fait sécession. C'est le choix de la ville de Central. Dans son lycée, 88% de blancs, des familles issues de la classe moyenne. Depuis la sécession, elle ne finance plus les écoles pauvres situées de l'autre côté du département. En d'autres termes, les écoles noires. Aujourd'hui, c'est la remise des prix de l'année. Professeur de l'année, Nancy Shields. Ce communautarisme, l'administration le justifie, mais ne l'assume pas totalement. Nous sommes un district indépendant. Nous nous sommes réunis parce qu'on partage les mêmes valeurs et les mêmes croyances. Pourquoi il y a surtout des blancs? On a une mixité. C'est un mélange de blancs et de noirs. Personne ici n'a voulu nous en dire plus sur cette question sensible. La ségrégation raciale existe dans la plupart des grandes villes américaines, comme New York, Détroit ou Washington DC, la capitale du pays. À l'ouest, la communauté blanche. À l'est, la communauté noire. C'est là que vivent les Afro-Américains les plus riches et les plus éduqués du pays. Car l'administration fédérale a été la première à appliquer des lois antidiscrimination. La bourgeoisie noire habite aux abords de la capitale, dans le comté du Prince-George. I think possibilities. Yes, I think courageously. Yes, I think competitively and strategically. Yes. Woo, woo. C'est tous les jours pareil dans cette agence immobilière. C'est la première du comté.
Ses ventes atteignent 500 millions de dollars par an. Le patron, c'est lui, Emeric Peace, 47 ans. Il dirige 500 employés et ils ont tous un point commun. Emeric, vous n'avez que des employés noirs? Oui, mais c'est pas fait exprès. Ça s'est juste fait comme ça. En gros, 98% de mon entreprise est noire. C'est une très bonne chose. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça, parce qu'ailleurs, nous sommes plutôt en minorité, alors qu'ici, on est la majorité. Des agents immobiliers noirs, c'est un atout pour son business, parce que ses clients sont noirs eux aussi, comme cette femme qui cherche à acheter une maison. Elle n'a pas choisi cette agence par hasard. C'est bien d'avoir affaire à des agents immobiliers qui te ressemblent, qui comprennent ta communauté, ton histoire, tes difficultés aussi, des choses comme ça. Mais Emeric a quand même l'esprit ouvert. Ah, vous avez un employé blanc? Il représente les 2%. Et vous vous sentez comment? Je me sens chez moi. Je me sens bien. Emeric s'occupe du haut de gamme dans l'agence. Alors c'est en voiture de luxe qu'il prospecte dans les quartiers riches. Elle coûte cher, votre voiture? Oui. Oui. C'est un intérieur spécial, une édition limitée qu'ils ont faite pour cette voiture. Je peux écouter ce morceau 3 ou 4 fois d'affilée. Aujourd'hui, il se rend à Marlboro Ridge, un quartier résidentiel, avec son centre équestre. Ici, tous les résidents possèdent des chevaux. La plupart des propriétaires sont noirs. Leur maison coûte entre 400 000 et 1 million de dollars. C'est la partie qu'on ne voit jamais. La télévision et les médias ne montrent jamais ça. Ils ne montrent jamais qu'il y a des Noirs qui réussissent. Ils vous montrent comment? Dans de mauvaises conditions de vie. C'est le propriétaire. Vous visitez le voisinage? En fait, je suis agent immobilier. Vous avez fait appel à un agent pour acheter votre maison? Axelrod Immobilier. C'était qui? Une femme, elle s'appelait Michelle. Michelle Wright? Ah, vous la connaissez? Ouais. Lorsque les Afro-Américains fortunés se sont installés ici, les Blancs sont partis progressivement. Sur cette carte, la population blanche est représentée en vert. En 20 ans, elle a quasiment disparu. La division serait donc bien liée à la couleur de peau et non pas aux revenus. Dans ce comté, les habitants gagnent en moyenne 7 000 $ par mois. Les Afro-Américains y dirigent les entreprises, les commerces, les restaurants, comme celui-ci, qui appartient à Donnell. Il en possède 3 autres. Dans son établissement, des clients noirs et des employés noirs. Pour Emeric, déjeuner ici, c'est un choix politique. Ok, je vais être franc. J'ai une entreprise noire qui marche super bien dans l'immobilier. Je dois soutenir les autres business noirs. Et comme ça, notre communauté continue à se développer économiquement. Pour étendre le pouvoir économique des Noirs, Emeric transforme une fois par semaine son agence immobilière en école de champions. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi de ces notes en sciences. Et parle-moi de ces notes en anglais. Ouais, ma note a baissé. Et je vois ça, mec. J'attends de vous que vous remontiez le niveau comme de vrais leaders. Tous les samedis, Emeric prête ses locaux à une organisation nationale appelée les 100 Hommes Noirs. Elle regroupe 10 000 membres aux États-Unis. Son but, faire de ces enfants noirs
les leaders de demain. L'objectif est de les faire entrer dans l'industrie de la technologie et qu'ils deviennent peut-être Mark Zuckerberg ou Steve Jobs. Emmerich finance cette organisation à hauteur de 10 000 $ par an. Les coachs, tous bénévoles, sont avocats, ingénieurs ou businessmen. Charles dirige une entreprise de consultants en informatique. Selon lui, être noir aux États-Unis est un handicap. Je pense que nous devons avoir conscience que le racisme est toujours aussi fort. Donc, nos jeunes doivent comprendre que rien ne sera facile. Rien ne leur sera donné. Il va falloir travailler plus que les autres. C'est ce qu'a fait Emmerich. Et aujourd'hui, il gagne plus de 500 000 $ par an. Il a été élevé par sa mère dans une famille pauvre. Désormais, il vit dans cette grande maison sur 3 niveaux d'une valeur d'1,5 million $. Emmerich aime le piano, alors il s'en est offert un, automatique. Chez lui, toute la décoration est consacrée à la culture noire. Tableaux, sculptures, musique. Une pièce entière est même dédiée à l'Afrique. J'adore cette pièce. Elle m'aide à savoir d'où je viens. Parce que je ne peux pas vous dire d'où vient ma famille. Et c'est le problème des Noirs américains. On ne connaît pas notre histoire. On sait juste dans quel état notre famille était esclave. Ce manque de repères, il l'a compensé avec 2 enfants et un mariage heureux avec Robin. Elle dirige une maison de retraite. Selon Emmerich, les Afro-Américains paient toujours les frais de l'esclavage. Ils seraient la cause du racisme dont ils sont encore victimes. Les esclaves noirs n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Et même après l'esclavage, ils ont été traités comme des citoyens de seconde zone. Toutes les croyances sur les Noirs, qui existent depuis plus de 400 ans, est-ce qu'on peut les effacer? Bien sûr que non. Alors aujourd'hui, comme Emmerich, de plus en plus de Noirs américains préfèrent vivre entre eux. Vivre chacun de son côté, c'est ce que proposent des organisations extrémistes blanches, mais à l'échelle du pays. Des États pour les Blancs et d'autres pour les Noirs. C'est dans le Kentucky, un État pauvre à l'est du pays, que ces extrémistes se sont donné rendez-vous. Pikeville est une petite municipalité de 7000 habitants, généralement plutôt animée. Mais ce matin, les rues sont vides, tous les magasins sont fermés, des barrières sont installées. Cette femme distribue des tracts pour prévenir qu'un événement inhabituel se prépare. Monsieur, est-ce que je peux vous en donner un? Merci beaucoup. Il faut protéger Pikeville. Dans cette commune, 93% de la population est blanche. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale. Alors c'est ici que les principaux groupuscules d'extrême droite ont choisi d'organiser un défilé. Faites attention à vous. Pour cette habitante, c'est une catastrophe. La couleur des gens ne compte pas. Être noir ou blanc, ça n'a pas d'importance. Et on a ces gens qui viennent pour essayer de s'imposer dans notre ville. On ne peut pas laisser faire ça, non, c'est pas possible. On doit les combattre. Ils doivent comprendre qu'il faut nous laisser tranquilles. Mettez-vous en position. En avant, marche. Gauche, 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 droite, gauche. C'est dans cette clairière, à l'écart de la ville, qu'une centaine de paramilitaires s'entraînent à marcher au pas, armés jusqu'aux dents. Ultra minoritaires dans le pays, ils défendent un nationalisme blanc, antisémite et xénophobe. Avec des groupes comme le Ku Klux Klan, les néo-nazis ou le nouveau parti traditionnel des travailleurs,
de Matthew Mbach. À 28 ans, c'est la figure montante de l'extrême droite aux États-Unis. Pour lui, les Noirs et les Blancs devraient vivre dans des États différents. Nous sommes séparatistes. On pense que chaque peuple doit être souverain chez lui, dans son espace. Mettons des policiers noirs dans les rues noires, des professeurs noirs dans des écoles noires, des entreprises noires dans les quartiers noirs, et la même chose pour les Blancs. Peu de leaders politiques défendent la séparation raciale. Alors Matthew et ses partisans se sont fait des ennemis, notamment chez les antifascistes. Ils sont prêts à se battre, alors ils se sont fabriqués ces boucliers en bois aux couleurs de leur parti. Si on nous lance des projectiles, on pourra les arrêter et se protéger derrière. C'est juste pour notre sécurité. Vous êtes prêt à prendre ce genre de risque? Bien sûr, il faut être fanatique pour défendre cette cause. Et ça veut dire être prêt à sacrifier sa vie si nécessaire. Vous avez déjà été personnellement menacé? Ah, j'ai été menacé des centaines de fois. Ça ne m'a jamais gêné. Sinon, j'aurais arrêté il y a longtemps. Direction Pikeville pour le défilé. Quand ils arrivent, la police et les unités anti-émeutes sont déjà sur place. La ville est complètement bouclée. Une foule les attend dans la rue principale. Des habitants de Pikeville, des militants antifascistes, tous sont venus exprimer leur rejet du racisme et des troupes de Matthew Mbach. Ils haïssent les gens, ils nous haïssent tous, pour rien, juste parce qu'ils détestent la diversité. Les Américains ont d'autres choses à faire que de se diviser. C'est quoi ces histoires de race? On devrait s'unir pour être plus forts. J'ai 50 ans et je n'ai jamais vu ça de ma vie. Nous sommes en première ligne dans le combat pour la race blanche. Nous sommes les troupes de choc de la race blanche. À chaque fois que nous nous levons pour le droit des Blancs, nous sommes accusés de propager la haine ou le racisme. Pourquoi? En américain, on les appelle les groupes de la haine. Il y en a 900 dans le pays et leur nombre augmente depuis 2 ans. La stratégie des contre-manifestants est de faire le maximum de bruit. Ils refusent d'entendre les slogans du camp d'en face. Le jeune leader politique se fait acclamer par le salut nazi. En France, ce rassemblement pourrait constituer une infraction pour incitation à la haine raciale. À Pikeville aujourd'hui, 2 visions de l'Amérique s'opposent. Ce type d'affrontement se développe dans plusieurs villes depuis quelques mois. À la Nouvelle-Orléans, la capitale culturelle de la Louisiane, une vive polémique liée à la période de l'esclavage divise la population. Le maire a décidé d'enlever ces statues qui trônent au milieu des rues. Elles représentent les héros des États confédérés du Sud pendant la guerre de sécession. Ceux qui se sont notamment battus contre l'abolition de l'esclavage, comme le plus connu d'entre eux, le général Lee. Aujourd'hui, au pied de sa statue, il y a surtout des manifestants qui veulent la défendre. Ils brandissent le drapeau des États confédérés du Sud. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui met en valeur la culture blanche, ils veulent l'enlever. Ils vont retirer le général Lee pour mettre qui? Martin Luther King ou Obama? On ne veut pas ça. C'est notre histoire, notre héritage. On est là pour le protéger. De l'autre côté du cordon de sécurité, il y a ceux qui pensent que cette statue représente les pires heures de l'histoire américaine. La ville est censée accueillir tout le monde. Et avec ça, on en est loin.
C'est le symbole des Confédérés, quand les suprémacistes blancs régnaient avec des lois ségrégationnistes. Et ça ne nous représente plus aujourd'hui. À une centaine de kilomètres de là, au pied du Capitole de Bâton Rouge, une autre manifestation pour conserver les statues. Silky Slim, l'activiste de la cause noire, brandit lui aussi un drapeau confédéré, mais à sa façon. Ça, c'est le symbole original du racisme pour nous, les Noirs. Il est persuadé que ces manifestants font partie du Ku Klux Klan. Il vient ici pour se confronter à eux. Hey! Tu as un drapeau confédéré. Pardon? Tu as un drapeau confédéré. Regarde le mien, regarde. Moi aussi, j'en ai un. Ça, c'est un torchon. Insulter leur drapeau, c'est une provocation pour ces militants. Mais une discussion finit par s'installer. Ma famille n'a jamais possédé d'esclaves. La mienne non plus, mais elle a été esclave. C'est tout ce que je sais, et c'est pour ça que je ressens ce que je ressens. Silky Slim a peut-être jugé trop vite ses militants. Êtes-vous d'accord que le Ku Klux Klan... Je déteste le clan. Il n'aurait rien en commun avec le Ku Klux Klan, à part le drapeau confédéré. Le clan salit mon drapeau. J'ai 83 ancêtres qui sont morts dans la guerre de sécession. Contre toute attente, ils finissent même par se serrer la main. Vraiment, je respecte votre point de vue. Un dénouement qu'on ne peut voir qu'en Amérique. Et peut-être un signe d'espoir dans ce pays qui vient d'élire le président le plus controversé de son histoire.